Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Monsieur Alioune Tine. Alioune Tine, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir Heureux de accepté te notre retrouver invitation. Oui, c'est partagé. et de retrouver aussi vos téléspectateurs. Bien. Alors, vous êtes le fondateur de Afrikajom Center. Vous êtes aussi un militant infatigable des droits de l'homme. Alors, la situation des libertés individuelles et collectives au Sénégal, comment vous l'appréciez? Écoutez, que ce soit le Sénégal ou en Afrique de l'Ouest, on assiste à une espèce de restriction, comme peau de chagrin, de ce qu'on appelle l'espace civique. La liberté d'expression, liberté d'organisation, liberté de manifestation, liberté d'opinion. Un peu partout, on voit effectivement que la plupart du temps, ce sont des défenseurs des droits de l'homme qu'on met en prison, ce sont des chanteurs qu'on met en prison, ce sont des opposants aussi qu'on met en prison pour leur opinion. C'est exactement. Qui a été votre ami. Qui a été mon ami. Congo, oui. J'ai été même son parrain à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ici, il n'y a pas si longtemps, l'affaire Boubacar Seye, on en a beaucoup parlé. C'est après effectivement ce qu'il a dit, après avoir exprimé une opinion d'ailleurs qui a été reprise par le président de la République lui-même, qu'il s'est retrouvé effectivement aussi en prison. Donc moi je pense effectivement il faudrait que de plus en plus sur les questions des libertés fondamentales, qu'on puisse avoir un dialogue, qu'on puisse avoir beaucoup de tolérance et qu'on puisse également voir comment nous pouvons former à avoir une opinion éclairée. Et puis comment nous pouvons avoir aussi des représentants de l'État assez, comme on dit, ouverts pour pouvoir effectivement tolérer. Et c'est ça le problème. Tolérer que la liberté d'expression, surtout que nous sommes avec maintenant une ère avec le numérique et le digital, où il n'y a pas, comme on dit, des personnalités publiques, où tout le monde a une opinion. Monsieur tout le monde, vous allez à TikTok, les gens ils s'expriment, vous savez, Facebook, n'en parlons pas, Instagram. Donc, on voit régulièrement le président de la République en réunion des conseils des ministres insister sur la nécessité de réguler les réseaux sociaux. Est-ce que cela vous fait peur chaque fois qu'il insiste sur cela? Mais bien sûr, nous avons été approchés d'ailleurs par tous les gens qui travaillent dans les réseaux sociaux pour nous dire attention, comme Africtivistes de Cheikh Fall, ils ont fait même un communiqué de presse là-dessus, Ndiaga Gueye, online. Donc tous ces gens-là, ils disent mais c'est quand nous sommes dans le cadre d'échange, comme on dit aussi, d'une démocratie délibérative, dynamique. En réalité, il y a une espèce d'autorégulation. Il y a tout le temps des débats et des polémiques quand vous êtes à Twitter, quand vous êtes... Mais c'est ça aussi, c'est ça la vie. Oui, c'est comme ça qu'on construit notre réalité. C'est à travers les interactions sociales que les réalités sont construites. Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, on peut laisser passer toutes sortes de dérives? Pas du tout. Oui. Nous ne sommes pas là pour dire toutes sortes de dérives. D'ailleurs, vous savez, même maintenant, il y a des formes de régulation par Twitter et par, comment dirais-je, Facebook. Il y a des types de discours de haine, quand vous les articulez, on vous supprime votre truc. Quand Twitter va jusqu'à quand même supprimer quand même le compte du président le plus puissant du monde, Trump, d'autres ont dit mais attention, halte, vous allez trop loin, vous Twitter. C'est pas à vous de prendre ce type de décision, mais c'est pour dire que la régulation, elle est là. Maintenant, nous avons des textes par rapport effectivement à ce qui diffame et même... L'État surveille. C'est sur quelle base qu'on a mis Hassan Diouf en prison? C'est sur ce qu'il a dit sur Facebook. Sur quelle base les Aminata, là, la gente chanteuse, là, c'est effectivement quelque chose qu'on a trouvé, je pense, dans WhatsApp. Il y a pas mal de gens sur la base de ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux. Amis collés, exactement. Qu'est-ce qu'on veut en plus? Moi, je pense que les lois, elles sont là. Et puis, il faut faire la sensibilisation en utilisant les gens qui travaillent vraiment dans les réseaux sociaux, qui sont bien. Et souvent, ils le font. Moi-même, je régule. J'ai un petit compte. Mais dès que les gens commencent à déconner, je dis non, dans notre compte là, on
le débat, on accepte la polémique, mais dans le respect de l'autre. Donc vous dites liberté, oui, mais pas une liberté sous surveillance. Pas une liberté sous surveillance. Et effectivement, nous ne sommes pas là pour dire, écoutez, il faut une licence absolue, que les djihadistes puissent faire leur propagande, que les nazis puissent faire leur propagande, que effectivement des gens viennent semer la haine, la discorde. Non, c'est inacceptable. Pour venir aussi, comment dirais-je, porter atteinte à l'honneur des gens, à la dignité des gens, ça, c'est inacceptable. Mais je pense que on peut permettre à des gens d'exprimer leur opinion, d'exprimer leur colère, d'exprimer leur indignation, et souvent c'est ce qui se passe. L'idéal pour lequel vous vous êtes battu pendant de longues années, est-ce que cet idéal-là est entretenu ici au Sénégal, ou bien vous pensez qu'il est trahi? Non, vous savez, c'est très complexe. Je pense qu'il y a des gens qui le portent très largement aujourd'hui. Au sein de la jeunesse, je les vois, je travaille avec eux, je suis dans les réseaux sociaux, ils m'appellent. Donc, au contraire, il y a des gens beaucoup plus radicaux. C'est une jeunesse plus radicale qu'on a aujourd'hui, surtout. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention avec la jeunesse, avec ses idéaux, et avec aussi, si tu veux, un horizon de la jeunesse totalement, comment dirais-je, bouché. Quand quelqu'un te dit, écoutez, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, même si je dois laisser ma vie, comment dirais-je, dans la mer ou dans le désert, je m'en vais, et ils partent. C'est une position radicale. Quand quelqu'un aussi dit, bon, écoutez, c'est pour ça que nous devons avoir un système de régulation et une démocratie qui régule la violence, avec des institutions qui régulent les violences sociales. Les violences sociales, elles seront là. Les violences politiques, elles seront là. Mais elles doivent être régulées quand même par des institutions, incarnées par des hommes qui sont intègres, qui sont rigoureux, qui regardent ce qu'il fait. Et le système de régulation, il est très vaste. C'est d'abord les systèmes institutionnels et non institutionnels. Vous avez la société civile, vous avez également les chefs religieux, vous avez les chefs coutumiers. Mais quand tout ça s'effondre, mais c'est le chaos, c'est pour ça que vous voyez ce qu'on voit, par exemple, au Mali et ailleurs. Nous avons des sociétés extrêmement fragiles. Nous vivons dans une situation très difficile, avec les difficultés qui sont amplifiées, multipliées par 10, 20, 100 par la pandémie Covid-19, donc qui nous met dans des situations de récession économique, dans des situations de détresse, de déprime. Mais quand on est dans ces situations-là, il faut savoir comment il faut vraiment gérer la situation politique, économique, sociale, la détresse de la jeunesse, comment prendre en charge toutes ces questions, c'est extrêmement important. Nos équilibres sont encore fragiles. Très fragiles, oui. On est très vulnérables. Et écoutez, vous n'avez qu'à regarder un tout petit peu autour de nous, en Afrique de l'Ouest, vous avez des conflits armés. Vous avez des coups d'État militaires que nous avons à cause effectivement de la crise du suffrage universel, à cause de la crise de la représentation démocratique, à cause de la mal-représentation. On n'en discute pas beaucoup. Et puis à cause également de ce qu'on appelle la démocratie de l'exercice du pouvoir, qui est dans une crise extrêmement grande. Nous assistons vraiment de plus en plus à une espèce de tendance lourde à la dictature, il faut le dire, hein, c'est ça. Ça veut dire que vous fermez tout, vous contrôlez totalement l'exécutif, vous contrôlez totalement le Parlement, vous contrôlez totalement la justice, et de plus en plus, vous êtes tenté à contrôler totalement l'opinion, ce qui nous reste. Alors, où on va? Ça veut dire qu'on va construire des systèmes totalitaires qui vont exploser. Donc, il faut faire très, très attention dans la situation actuelle, voir comment il faut effectivement... Et puis ça appartient à tout le monde. Hein. Ça veut dire que ce soit l'État doit être dans de très bonnes dispositions. Voir comment on va régler nos problèmes avec le dialogue. Que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile. Nous avons besoin vraiment d'avoir conscience que nous sommes vulnérables. Et qu'effectivement, c'est ensemble et avec nos forces que nous pouvons lutter contre les menaces qui sont diffuses, contre les menaces qui sont réelles, qui sont en nous et qui sont à l'extérieur de nous. D'autant plus qu'il faut faire extrêmement attention. Il y a une véritable explosion de ressources, et de ressources stratégiques dans la sous-région, et de ressources stratégiques au Sénégal. Et ces ressources ont effectivement pour effet de multiplier par 10, par 1000
les enjeux de pouvoir. Et puis aussi, les ressources ne nous intéressent pas, nous, tout seuls. Il y a d'autres qui sont plus intéressés par les ressources que nous. Ça peut être les entreprises multinationales, ça peut être les États qui sont derrière, qui veulent les convoiter et qui ne sont pas indifférents à la situation politique. Donc, si jamais on se fait diviser par l'ensemble de ces forces, et c'est ce qui arrive souvent, et c'est l'effondrement, tout s'effondre. Mais l'opinion publique, comme vous l'avez dit, est de plus en plus forte, mais à côté, il y a une société civile qui est comme tétanisée, affaiblie. Est-ce que l'une des plus grandes prouesses du président Macky Sall, ce n'est pas en arriver à avoir phagocyté la société civile sénégalaise? Non. La société civile, elle est très dynamique. Elle bouge. Moi, je vois la société civile bouger. Du temps d'Abdoulaye Wade, mais avec Macky Sall, on ne la sent pas. Si elle bouge, la société civile bouge, c'est le contexte qui est différent. Oui, parce que le contexte d'Abdoulaye Wade, c'est nous. Hein. Nous, les vieux, mais les jeunes bougent. Oui, vous avez les gens de Y'en a marre, ils bougent. Vous avez les gens d'Afrique-Tiviste, ils bougent. Vous avez Article 19, ils bougent. Vous avez Amnesty International, bouge. Vous avez la RADDHO qui bouge. Vous avez également d'autres organisations qui viennent de naître, des organisations de femmes et tout qui bougent. Oui, et vous allez le voir. Tout ça reste encore timide. Oui, non, tu sais, la société civile va sortir un communiqué qui a été signé par pas mal de gens. Il y a des femmes. Donc c'est des combats par procuration. Ce n'est pas des combats par procuration. Les femmes, toute tendance, toute obédience sont décidées de descendre dans la rue. Et bientôt. Ah oui. La société est en train de bouger par les circonstances actuelles et la situation complexe actuelle, extrêmement sensible. L'opinion sénégalaise est en train de bouger aujourd'hui. Il ne faut pas dire que les gens dorment, non. En réalité, il y a, comme on dit, il y a des seuils qu'il ne faut pas franchir. Et là, effectivement, on a franchi un seuil critique en matière politique. Et effectivement, il y a des effets. Et beaucoup de gens sont conscients aujourd'hui que ce qui se passe avec l'affaire Sonko, c'est une affaire d'État. Qu'on le veuille ou non. L'affaire Sonko, parlons-en. Ce n'est pas une affaire privée. Oui, mais... C'était dans une affaire de mœurs. Quand vous attaquez... Accusé de viol et de menace de mort, ça c'est dans le registre privé, non? Quand vous attaquez quelqu'un quand même qui a une représentation nationale réelle, et puis qui a aussi des partisans très jeunes. La plupart des gens que vous avez vus dans la rue, c'est des gens qui sont jeunes. Quand vous les regardez en Casamance ou ailleurs, c'est des gens très jeunes. Quelqu'un aussi qui a des partisans sur le plan international. Parce que toute la diaspora est en train de bouger. Aujourd'hui, même les Italiens sont en train de bouger. Et également, vous avez aussi une partie, même je dirais du clergé, mais les marabouts sont en train de bouger, de parler. Donc, il faut faire attention et il faut voir aussi tout ce que l'État a déployé en peu de temps chez Sonko. Vous avez vu les armes, vous avez vu la bagarre. Et vous avez vu aujourd'hui aussi tout ce qui se déploie. C'est devenu une affaire d'État et c'est devenu aussi une affaire de sécurité nationale. Il faut faire extrêmement attention par rapport à cette affaire qui peut déborder. Il faut que l'État prenne conscience que ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une histoire de, je ne sais pas moi, de masseuse. Non, non, ça dépasse la question de la masseuse. Et c'est cette méthode même. C'est cette méthode qui suscite plus colère et indignation. Parce que quand on en arrive là, comme j'ai dit, c'est une véritable dégringolade de la démocratie sénégalaise. Et il faut le dire, on ne peut pas être indifférent par la récurrence, si vous voulez, de la liquidation de tous les prétendants à la présidence de la République. La volonté de liquider un adversaire politique. C'est les faits. Karim, c'est les faits, c'est par la CREI. La CREI, c'est une juridiction d'exception. Tout ce qu'on a fait à la CREI, même pour aller récupérer, si vous voulez, les fonds qu'on demande, on vous dit, mais écoutez, c'est pas une justice équitable. Les Nations Unies sont intervenues. Mais ça, c'est une véritable défaite de la justice et des institutions judiciaires au Sénégal. Khalifa Sall aussi. Que faites-vous de notre souveraineté? Écoutez, non. C'est de l'ingérence ce qu'a fait l'ONU. Non, ce n'est pas de l'ingérence.
c'est volontairement que nous avons des obligations internationales au sein de l'ONU. Nous sommes très contents d'avoir des postes à l'ONU. Dès que quelqu'un est élu à l'ONU, on dit tiens, il est à l'ONU. Nous sommes très contents quand nos militaires ou quand nous avons, par exemple, nos policiers. Nous avons beaucoup le plus de policiers à l'ONU, j'ai l'impression, au monde. Donc c'est très facile de venir dire, écoutez, on n'a aucune obligation internationale, nous sommes fermés. Non. Nous appartenons à la communauté internationale, c'est extrêmement important. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure avec cette histoire de Sonko et également la récurrence. Vous dites, Karim, c'est un voleur. Vous dites, Khalifa, l'image, voleur. Vous dites, Sonko, violeur, pervers. Mais attention, on commence à se poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Et il est évident qu'on ne peut pas déconnecter cette situation de l'horizon 2024. De mon point de vue, si on commence comme ça... 2024 qui est en ligne de mire. Mais c'est 2024 qui est en ligne de mire. C'est le 3e mandat qui est en ligne de mire. Et effectivement, c'est l'horizon de 2024. Il s'annonce comme un horizon sombre. Il faut faire extrêmement attention par rapport au 3e mandat. Il faut le liquider, que le président ait le courage, ça aussi, le courage politique. Je pense qu'il faut avoir le courage politique de dire nous n'allons pas être, si vous voulez, le responsable d'une déstabilisation, d'une instabilité dans le pays, d'une fragilisation du pays. Il n'en a aucun intérêt. Il n'en a aucun intérêt. Et à partir de ce moment-là, qui sortent de terre, il n'a pas intérêt à ce que le pays brûle. Vous savez, les chantiers, ça a commencé avec Wade. Aujourd'hui, vous voulez des chantiers, vous le faites. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il nous faut une vision politique qui intègre les chantiers parce que s'il est là, il a continué les chantiers de Abdoulaye Wade, non? Quelqu'un d'autre aussi peut continuer ces chantiers. Moi, je pense qu'il faut que le président soit d'une, comment dire, il faut qu'il soit réfléchi. Et il faut qu'il s'entoure de tous les conseillers. Moi, je me considère comme un conseiller inconditionnel, comme on dit, informel. Je me considère comme un conseiller informel. Donc, si on peut lui dire directement, pas lui dire, mais la question du 3e mandat, ça va être quelque chose qui va brûler le pays. Il faut le régler. Ici et maintenant. Il faut le vider maintenant. Il faut le vider. À partir de ce moment-là, tout le monde est tranquille. À partir de ce moment, lui, il est tranquille. Et nous, on va aller le soutenir. Mais est-ce que l'argument qu'il a avancé est un argument qui vous parle? Quand il dit que s'il se détermine, ça va créer une sorte de sauve-qui-peut dans son camp. Vous ne pouvez pas à la fois dire, écoutez, pas de 3e mandat, et puis ensuite poser des actes comme si, effectivement, vous allez vers le 3e mandat. Cette incohérence-là, ça crée le doute, ça crée la suspicion, et puis c'est des facteurs de violence. Mais quels sont les actes qu'il a posés et qui vous font penser que le président de la République nourrit l'intention de... Le fait de chasser tous les gens de son entourage qui disent, écoutez, nous, on n'est pas d'accord avec le 3e mandat, et de laisser ou de renforcer ceux qui disent, mais vous pouvez avoir un mandat indéfini. C'est-à-dire que si vous voulez être clair, vous dites, ne parlez pas de 3e mandat, ni que j'ai la possibilité de le faire, ni que je n'ai pas la possibilité de le faire. À partir de ce moment-là, les gens vont être tranquilles. Mais si, effectivement, vous laissez tous ceux qui veulent dire, écoutez, le président peut faire un 3e, un 4e mandat tranquille, et tous ceux qui disent l'inverse, vous les chassez. C'est suspect. Mais bien sûr que c'est suspect, c'est pas clair. C'est tout ça qui crée cette espèce de suspicion en l'air, qui braque les gens, et nous avons besoin de sérénité d'ici 2024. Nous avons besoin de sérénité dans le cadre aussi de ce qu'on appelle la Covid. C'est ça, la pandémie là, ça affaiblit tout. La pandémie, c'est quelque chose de catastrophique pour l'économie, c'est catastrophique pour les relations sociales, c'est catastrophique vraiment pour la politique et tout. Donc, il faut être extrêmement conscient de la situation, de la vulnérabilité, de la fragilité de nos institutions, de notre société, pour dire, écoutez, nous, on choisit la vertu, on choisit l'intérêt général, on choisit la paix, la sécurité, la stabilité du pays. C'est extrêmement important dans le contexte actuel de le dire. Parce que maintenant, aujourd'hui, cette situation dans laquelle on est, c'est une situation qui est très chargée.
très chargé de menaces. Donc il faut qu'on fasse attention au niveau de l'État, il faut qu'on fasse attention au niveau des partis politiques d'opposition, au niveau de la société. Nous avons besoin d'être ensemble, d'être forts ensemble par rapport aux menaces qui nous entourent aujourd'hui. Mais revenons à l'affaire Ousmane Sonko avec cette guérilla urbaine qui s'est emparée de Dakar lundi dernier. Quelle est la part de responsabilité de Ousmane Sonko lui-même qui a solennellement et publiquement lancé un appel à la résistance à ses partisans? Écoutez, c'était comme quelque chose de prévisible. De prévisible. C'est quand vous sortez les éléments d'une enquête, n'importe comment, c'est une situation d'une violence symbolique inouïe. C'est-à-dire que dès que les premiers éléments des enquêtes sont sortis, c'est comme si on tuait symboliquement quelqu'un. C'était le meurtre symbolique. Une mise à mort. Voilà. Mais bon, c'est quelqu'un qui a le dos au mur, qui a parlé comme il a parlé. C'est vrai, il est assez jeune. Et les jeunes étaient là. C'est-à-dire que le seul fait que les jeunes soient là. Et puis, il y a eu une espèce d'ambiguïté. Quand les jeunes se sont réunis là-bas, je pense qu'il n'y avait pas de violence. Les policiers étaient venus pour parlementer, etc. Mais bon, vous avez à la fois la question de la pandémie et des mesures barrières, d'un côté, et de deux, vous avez également la section de recherche qui devait venir le prendre. Or, en tant que député, quand il a dit... Oui, rien n'indiquait qu'on quand il a dit... Non, mais quand il a dit, moi, si l'Assemblée nationale me convoque après la levée de mon immunité parlementaire, je vais y aller. Je pense qu'à partir de ce moment-là, tout le monde devait se calmer. Y compris ses partisans. Mais bien sûr, ça veut dire que ses partisans pouvaient venir, respecter les règles trucs, ou quand les policiers viennent, qu'ils communiquent au départ pour dire, écoutez, il faut respecter les mesures barrières. Je pense qu'il y a eu un problème de communication, d'ambiguïté, de malentendu, et tout de suite après, on a amené en force, je ne sais pas, j'ai vu les véhicules, j'ai vu ce qui s'est passé, oh là là, en direct. Je me suis dit, mais attention, j'ai eu peur. Alors qu'il faut gérer ces questions-là aussi par la négociation, par la parole, pour comprendre les choses. Mais maintenant, ça s'est de plus en plus calmé. Donc, il faut faire attention. C'est un calme qui précède une tempête éventuelle. Cette affaire ne fait que commencer. Ça veut dire que les tourments démocratiques qu'on risque d'avoir, les tourments sociaux, politiques, ne font que commencer si nous ne sommes pas vigilants, si effectivement nous ne faisons pas preuve vraiment de responsabilité, vraiment de sens élevé de responsabilité, de tous les côtés, du côté de l'État, du côté de la justice, du côté de l'opposition, du côté des jeunes, pour gérer cette question afin effectivement que cette question ne déborde pas et ne puisse pas effectivement faire basculer le pays vers autre chose. Il est évident que des gens comme nous, travaillant sur la question de la démocratie, travaillant sur la question des impostures démocratiques que nous avons aujourd'hui, c'est des impostures qui ont jeté par-dessus bord toutes les alternances qu'on a eues depuis les années 2000, tous les acquis démocratiques en matière de liberté fondamentale qu'on a eues depuis les années 2000, ceux qui en ont profité, comme par hasard, ceux qui ont profité effectivement de ces acquis sont en train de les jeter par-dessus bord et de mettre en danger toute la sous-région. Et il faut que le Sénégal reprenne son leadership en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie. Ce qu'on attend, prendre le leadership aujourd'hui pour le président Macky Sall, c'est de dire clairement qu'il ne va pas faire un troisième mandat comme Issoufou l'a fait. Ah oui, s'il le fait, il me semble qu'aujourd'hui, l'Afrique va dire, mais tiens, le Sénégal est en train de montrer le chemin. C'est ce que Senghor a fait. Ah oui, à partir des années 74, c'était quand même, en 74, c'était le parti unique partout. C'était des dictatures militaires partout. Oui. Issoufou qui a mis en prison tous ses partisans qui lui demandaient de briguer un troisième mandat. Mais il les mettait en prison, absolument, les partisans. Donc il faut que le président soit clair aujourd'hui. Au lieu de mettre
de chasser les gens qui lui disent ne fais pas un troisième mandat. Il faut qu'il dise à ces gens qui lui disent faites un troisième mandat, sortez de mon gouvernement. Parce qu'effectivement, vous me demandez de violer la Constitution. Je ne le ferai pas parce que moi, j'ai été déterminé, mobilisé pour lutter contre le troisième mandat de Wade. C'est pas à moi qu'on va demander de violer la Constitution. Je ne le ferai pas. Et c'est ça qu'on attend du président vraiment Macky Sall, qui fait un bon travail de médiation ailleurs. Donc, en faisant un bon travail de médiation, il faut qu'il se pose comme effectivement le défenseur des acquis démocratiques des années 2000, mais pas quelqu'un qui va être le fossoyeur des acquis démocratiques au Sénégal. Mais dans l'affaire Sonko, êtes-vous intrigué comme certains par cette synchronisation des événements? Une semaine avant, l'armée déclenche des opérations de sécurisation dans les zones rebelles en Casamance. Et une semaine après, comme je le disais, il y a l'éclatement de cette affaire. Y a-t-il eu une synchronisation suspecte? Écoutez, moi je ne dis pas synchronisation, mais quand on regarde la séquence, si vous voulez, historique, on a eu l'affaire Boubacar qui a fait beaucoup de bruit. Et puis ensuite, il y a l'affaire Idrissa Seck qui chasse l'affaire Boubacar. Et puis ensuite, il y a l'histoire de l'armée. Et ensuite, on a Sonko. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention. C'est une succession d'affaires, les unes plus graves, plus menaçantes ou plus, je ne sais pas, que les autres. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Ça veut dire que nous avons une société et nous avons une démocratie profondément malade. Ça, oui, quand on regarde ce qu'on est en train de regarder, ça veut dire que nous avons d'abord, si on ne fait pas attention, un effondrement du droit et un effondrement de la justice. Le droit, c'est pour borner les dérives. C'est le droit qui a borné les dérives de Trump. Ce sont les institutions démocratiques qui ont borné également les dérives de Trump et qui a sauvé la démocratie américaine. Et aussi, il y avait le courage. Le courage est une vertu démocratique. C'est qu'il faut demander effectivement du courage à des gens qui ont contribué à la construction de la démocratie dans ce pays et des libertés fondamentales. Moi, je veux parler du président Niasse. Il faut reprendre le discours du président Niasse. Il faut reprendre sa mobilisation quand on était au M23. Et la plupart des gens du Parti socialiste qui ont permis la deuxième alternance, on était avec eux. C'est important. La fameuse pierre de Moustapha Niasse. Non, la pierre de Moustapha Niasse, les Serigne Mbaye Thiam, nous étions tous à la radio contre le troisième mandat. Donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui se taire et ne rien dire au moment où nous avons de véritables menaces par rapport au troisième mandat. Ces gens, ils ont la responsabilité aujourd'hui, historique. Ils disent qu'ils restent loyaux au chef. Ce n'est pas une question d'être loyal au Sénégal. Il faut être loyal au Sénégal, loyal à sa constitution, loyal aussi à ses institutions. Et c'est ça qui peut nous sauver. Il faut être courageux. Il faut le faire. Il faut revenir effectivement à la vertu du courage, à la vertu du djom, pour faire que le Sénégal effectivement ne sombre pas, que sa démocratie ne sombre pas. C'est extrêmement important. Donc, il y aura un avant et un après affaire Sonko. Certainement. Oui. Certainement. Si c'est bien géré. Avant. Écoutez, la plupart des affaires qu'on a eues, les gens se disent, écoutez, ça va se passer. Non. Sonko, c'est sérieux. Il y a des aspects politiques. Parce que aussi les enjeux politiques de la liquidation de Sonko sont énormes. Et c'est des dégâts énormes pour la démocratie sénégalaise. Qu'on le veuille ou non, c'est clair. Quelle que soit l'issue, c'est très clair. Mais aussi, attention, géopolitique. Ce qui s'est passé en Casamance, vous avez bien fait de le dire. La Casamance, c'est géopolitique. C'est la géopolitique de la sous-région. Il faut toujours faire attention avec la Casamance. La question de la Casamance, il y avait une implication de beaucoup d'États de la sous-région à l'époque. Oui, c'est vrai, les États de la sous-région. J'en sais quelque chose. Il y a eu des États qui ont financé, il y a des États qui ont entraîné et qui ont offert également de la logistique effectivement au MFDC. Je le sais pour avoir travaillé sur cette question pendant très longtemps. Donc, il faut qu'on fasse attention. La guerre en Casamance, c'est le problème. La solution, c'est la paix. Il faut sortir de cette guerre le plus rapidement possible. Et nous pouvons le faire parce que la guerre, elle est morte en Casamance. Maintenant, s'il y a des résidus, comme on dit, ça veut dire les délinquants. Mais si les gens s'entendent, s'il y a la paix, mais le MFDC et l'État du Sénégal vont aller quand même nettoyer
les délinquants qui ne font pas partie des choses, les truqueurs de Yamba et tout. Il y a une économie de la guerre qui se développe partout dans le monde, c'est comme ça. Maintenant, il faut qu'on fasse la paix. Et moi, j'étais très étonné. Quelque temps avant, on avait le MFDC qui exigeait des négociations de paix. Et nous avons une réponse avec les bombardements. Donc, tout ça, ce n'est pas aussi cohérent. Il faut qu'on fasse très attention avec la situation au Sénégal, la situation politique. Et puis, il y a Kidira. Récemment. La fièvre jaune. Mais ce n'est pas la fièvre jaune. Les djihadistes. Ah oui, l'affaire des djihadistes. Mais non, attends. Qui est passé inaperçu d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit il faut qu'on fasse attention avec les menaces diffuses. Je sais que le Sénégal travaille beaucoup sur cette question. Moi, je travaille sur le Mali. Et quand j'ai été au Mali, les gens ont dit du bien sur la question sécuritaire au Sénégal. Ça même, on peut dire que le président de la République, chapeau, vous faites du bon travail dans ce sens. Mais il y a des liens entre la situation nationale. Si vous analysez ce qui s'est passé au Burkina Faso, qu'est devenu le Burkina après effectivement la révolution? Il faut faire attention. Ça veut dire que si vous avez une instabilité politique chronique, les gens là, c'est des analystes. Ils savent que vous êtes faible. Ils savent que vous êtes vulnérable. Ils savent que vous êtes divisé. À partir de ce moment-là, ils se frottent les mains et ils arrivent. Oui. Et aujourd'hui, quand vous regardez la sous-région, ce n'est pas pour rien qu'ils se disent maintenant on va vers la côte. Partout, les gens sont divisés et se battent. Les conflits communautaires, vous allez en Guinée, c'est ça. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est ça. Vous allez au Bénin. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a l'impression que les gens ont perdu la tête dans la sous-région. Et le Sénégal avait l'avantage d'être le seul pays stable, plus ou moins, de la sous-région. La stabilité du Sénégal, c'est ça sa principale ressource. Aussi, il faut ajouter ses ressources humaines. Aujourd'hui, je pense qu'une de nos ressources fondamentales qui peut nous amener vers la paix, c'est la culture. Il faut sortir par la culture, redévelopper la culture, repromouvoir les hommes de culture, repromouvoir la science et l'éducation. C'est ça. Parce que moi, aujourd'hui, quand je regarde la publicité sur les cahiers qu'on donne aux écoliers, mais c'est des footballeurs et des mbeurs, je ne suis pas contre. Mais de temps en temps, mettez quand même Cheikh Anta Diop. C'est une suggestion. Mettez tout le monde. Pas seulement les sportifs, parce que c'est ça quand même la visibilité. Mais il faut redonner de la visibilité à l'intelligence africaine. Elle existe. C'est nous qui, effectivement, prenons pas beaucoup de temps à promouvoir l'intelligence, mais les autres, ils en profitent, ils les repèrent, ils les prennent. Ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont ailleurs. Parce qu'en fait, on ne leur donne aucune opportunité ici. Moi-même, dans ma propre famille, j'ai eu une fille qui a énormément de problèmes à cause de ce qu'il a, espèce de Google. Ah oui, qui est reparti complètement amer. C'est incroyable. Donc, il faut que les personnes ressources qui arrivent pour venir travailler au Sénégal, que les gens leur donnent l'opportunité de travail, leur ouvrent les portes. Mais la plupart des gens, j'en ai connu, qui quittent la France, qui veulent venir pour travailler ici, qui quittent les États-Unis, on leur ferme la porte parce que nous avons une administration, il faut bien le dire, une administration où la corruption existe réellement. Si vous allez dans l'administration, ça existe réellement. Alors, l'Assemblée nationale a déclenché la machine. Elle se réunira de nouveau demain lundi pour la mise en place d'une commission ad hoc qui va après convoquer une plénière. Finalement, est-ce qu'on n'a pas atteint le point de non-retour dans l'affaire Sonko? C'est-à-dire, si vous avez une Assemblée nationale ou s'il y a une affaire, vous dites, vous savez déjà ce qui se passe, ça veut dire que c'est un non-événement. C'est-à-dire que le véritable débat, quand il s'agit d'une question comme ça, mais il faut un débat. Mais tout de suite, écoutez, notre intérêt, c'est de le liquider, on le liquide. Point. Alors, à quoi sert l'Assemblée nationale? Moi, c'est la question que je pose. Dans un contexte où on a voté, il y a cela environ un an, la criminalisation du viol. Non, le viol est un crime abominable. Et c'est une très bonne chose qu'on ait effectivement adopté une loi sur le viol. Ça, c'est très important.
C'est pour ça qu'une accusation aussi grave qui est portée effectivement, qu'on a portée sur un individu, si vous voulez, qui, dans tout son comportement, est exemplaire, et c'est pas n'importe qui non plus. C'est pour ça que c'est ça la gravité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler la question de la succession démocratique par des voies ou des armes vraiment qui volent en dessous de la ceinture. Des armes non conventionnelles. Non conventionnelles, qui volent en dessous de la ceinture. C'est-à-dire que vous le réglez comme ça, mais vous allez créer quelque chose de terrible. Boris a dit une démocratie souillée, mais vraiment c'est une démocratie souillée de ce point de vue-là. Alors nous allons progresser un peu à l'untine. Vous l'avez abordé tout à l'heure rapidement, la question du patrimoine de Idrissa Seck. Il y a eu une fuite dans la presse. Certains ont déclaré que ce n'était pas judicieux, ce n'était pas normal que dans un pays aussi pauvre que le Sénégal, qu'un responsable, que nos dirigeants soient des milliardaires. À quel niveau de lecture vous situez-vous par rapport à cette question? C'est ce que l'autre appelle la démocratie de l'exercice du pouvoir. C'est ce que l'autre appelle aussi qu'est-ce qu'un bon gouvernement? Le bon gouvernement. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, quand vous exercez des responsabilités politiques et d'État à ce niveau, il est évident que vous ne devez pas. C'est-à-dire que votre patrimoine ne doit pas être un secret. Ça doit être sur Internet, que tout le monde puisse le voir. C'est-à-dire que vous avez une responsabilité énorme par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on doit se poser des questions. Si c'est parce que par la politique qu'on devient milliardaire, vous n'avez pas d'entreprise, vous ne créez pas de ressources, vous ne créez rien. Et tout simplement par les vertus de la politique, vous devenez milliardaire, des fois même de plusieurs milliards. Multimilliardaire. Multimilliardaire. Donc ça pose des problèmes de notre gouvernance. C'est que ça, c'est les problèmes les plus sérieux. Nous, on va aller voir effectivement ce qui se passe dans le salon de massage, alors que les problèmes qui sont sérieux, sur lesquels effectivement on devrait agir pour nous développer, et on n'agit pas là-dessus. Oui, on a même l'impression que cette affaire de salon de massage est devenue un contre-feu, parce qu'elle intervenait au moment où il était question du patrimoine de Idrissa Seck. Mais bien sûr, c'est intervenu c'est un contre-feu, parce que les gens ne veulent pas parler du patrimoine. Nous sommes des pays vraiment riches. Contrairement à ce que les gens disent, nous sommes des pays riches. Surtout de mais par nous sa classe sommes politique. appauvris. On a un pays où on a une classe politique riche, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir. De l'opposition, il n'est pas riche. Au pouvoir, les gens sont riches. Les néo-opposants, ceux qui viennent de Et ce n'est le pas pouvoir. tout le monde au pouvoir. Ce n'est pas tout le monde aussi. Hein. Il y a certains qui se sont énormément enrichis. Et ça pose des questions sur la question de la gouvernance. Ça pose des questions parce que nous avons des mécanismes aujourd'hui qui n'arrivent pas, si vous voulez, à poursuivre ce qu'on appelle les délinquants à col blanc, les délinquants qui sont proches du régime, proches du gouvernement. Et la justice est complètement neutralisée, complètement paralysée. Rien. La dame de l'OFNAC dit, mais écoutez, vous avez 20 dossiers, je vous ai donné des dossiers, et ça ne bouge pas. Alors, le procureur va faire des enquêtes sur, quand il s'agit de Khalifa, quand il s'agit de Karim, mais quand il s'agit des autres, rien. C'est cette image de la justice qu'il faut changer. C'est-à-dire que la justice a deux vitesses, elle est là, on la constate tous les jours que Dieu fait. Il nous faut un parquet financier, un parquet qui ait des rapports, qui ait un véritable pouvoir juridique, qui ait des ressources pour le faire, et qui a une légalité qui fasse que personne ne peut échapper effectivement à ces enquêtes. C'est comme ça. Et quand il y a des soupçons, effectivement, de prise illégale, comme on dit, d'intérêt, que effectivement le parquet aille dire, mais écoutez, où vous avez eu cet argent-là? Mais ça va être dissuasif. Ça va être dissuasif. Et ça nous permettrait peut-être aussi de lutter contre les inégalités sociales. Faire de la politique ne signifie pas non plus avoir fait vœu de pauvreté. Non. Non, il faut bien payer les gens. Moi, je pense que la Banque mondiale a développé la corruption en Afrique en disant qu'il faut diminuer les salaires. C'est une erreur monumentale.
il faut payer bien les gens, il faut motiver bien les gens et effectivement être assez sévère sur effectivement les résultats quand on n'a pas de résultats. Être sévère quand les gens font, comment dirais-je, dans la corruption. Ça, c'est extrêmement important. Mais maintenant, vous payez mal les gens, vous payez un magistrat qui n'arrive pas à payer la scolarité ou qui n'arrive pas. Vous le mettez quand même dans la gêne. Si vous avez également les enseignants qui ne sont pas bien, il faut bien les payer pour qu'ils n'aillent pas faire des cours ailleurs. Et c'est possible de le faire. On a l'argent pour ça. Mais c'est la gouvernance, un bon gouvernement, c'est important. Ce qu'on appelle aussi une bonne représentation. Parce que nous avons d'abord, le problème de la malgouvernance, le problème de la mal-représentation. Alors, il nous faut guérir de cela. Et le fait effectivement que les gens s'enrichissent, ça veut dire qu'ils s'accrochent au pouvoir. Ils s'accrochent aux privilèges, ils ne veulent jamais quitter. Et on construit comme ça une espèce d'aristocratie de la représentation démocratique. Et c'est ça qu'on a. Et c'est ça que les gens voulaient éviter même en 1789. C'est pour ça que les gens n'étaient pas députés pendant 1 an. Ils ont commencé par être députés pendant 3 jours pour pouvoir être surveillés. Pour effectivement qu'ils ne s'échappent pas. Pour qu'il n'y ait pas trop de distance entre le peuple effectivement et les représentants. Donc il nous faut travailler pour avoir une bonne représentation et de bons représentés. Ça veut dire aussi quand même une citoyenneté de qualité, une citoyenneté responsable, une citoyenneté capacitaire qui est capable effectivement d'exercer son rôle de contrôle. Le rôle de contrôle, c'est l'opinion. C'est pour ça que si vous réduisez être exigeant avec les dirigeants, c'est extrêmement important. Savoir bien choisir les dirigeants. Des gens qui ont de la vision, pas seulement des gens qui vous donnent de l'argent. Ils vous donnent de l'argent aujourd'hui, demain vous êtes pauvre. Donc, je pense qu'il nous faut à la fois avoir une bonne représentation, il nous faut avoir un bon gouvernement, il nous faut avoir une véritable démocratie de l'exercice du pouvoir, c'est ça qui n'existe pas aujourd'hui. Ah oui, parce que le président il dit, bon, j'ai le suffrage universel, tout est permis. Un système comme ça, ce n'est pas un système viable. Et on le voit un peu partout. On a l'impression qu'au Sénégal, on n'a qu'une démocratie électorale. Exactement, tu as trouvé l'expression. C'est une démocratie électorale. C'est un aspect de la démocratie. Il y a la démocratie sociale, c'est extrêmement important. Il y a la démocratie de l'exercice du pouvoir, c'est extrêmement important. C'est l'ensemble de ces aspects sur lesquels, effectivement, il faut travailler pour sortir l'Afrique, effectivement, de la situation actuelle où vraiment vous avez une infime minorité. Vous vous rendez compte? L'Afrique de l'Ouest est vraiment un des endroits de la Terre où les inégalités sont les plus criantes. Ça n'a pas de sens. Donc, la question des inégalités sociales, c'est une véritable question nationale, une question africaine qu'il faut aborder également en face. Parce que si vous ne le réglez pas, vous avez également une des causes profondes de ce qu'on est en train de voir, de la plupart des conflits qu'on est en train de voir. Donc, il nous faut aborder ces questions qui sont des questions extrêmement sérieuses, comme les questions écologiques. Quand vous regardez aujourd'hui, rien que le problème, je veux dire, foncier au Sénégal, et la crise du foncier, ça vous montre effectivement l'état de notre gouvernance. Quand vous regardez le littoral, qui appartient à tout le monde, comment effectivement ça a été pris, ça vous montre aussi les questions de gouvernance. Donc, ce qu'on appelle la démocratie de l'exercice du pouvoir, c'est une démocratie sur laquelle nous devons travailler. La mal-représentation, c'est une question sur laquelle nous devons travailler. Les mal représentés, c'est les questions sur lesquelles nous devons travailler ensemble. Alors, abordons à présent la question du Covid et de sa gestion et de la perspective même du vaccin au Sénégal. Alors, ça fera bientôt 1 an que le Covid est dans nos murs. Il y a eu toutes les péripéties que vous avez notées durant cette année. Aujourd'hui, il est question de l'arrivée prochaine, dans un futur très proche, d'un vaccin contre le Covid. Mais il y a eu des résistances également qui se forment de l'autre côté. Comment vous appréciez cette problématique-là? La Covid, c'est la chose la plus difficile à aborder dans le monde. La Covid crée polémique partout. Par exemple, le protocole sanitaire pour la polémique, ça ne fait pas l'unanimité. Les médicaments qui soignent la Covid, ça ne fait pas l'unanimité. Les vaccins, ça ne fait pas l'unanimité non plus. Donc, on a affaire à quelque chose que nous ne connaissons pas. Très bien. Maintenant, cela dit, les vaccins, il me semble que c'est
de mon point de vue personnel, c'est un des moyens de freiner la pandémie. Et il me semble effectivement que, d'ailleurs, ce qu'on a fait dans le monde, c'est que les pays développés se sont accaparés des vaccins et ont carrément négligé les pays sous-développés. Nous avons signé une tribune pour ça, pour dire effectivement, il faut soutenir l'Afrique pour que l'Afrique ait des vaccins et que, effectivement, que les Africains aussi aient accès aux vaccins. Mais il faut que les Africains investissent également ce que nous disons, on ne peut pas obliger les gens à se vacciner par force. Ceux qui veulent se vacciner, qu'ils se vaccinent. Mais il ne faut pas quand même dire à ceux qui ne veulent pas se vacciner, on va vous vacciner par force. Non. Donc il faut respecter leur liberté. Ça, c'est de mon point de vue. Mon point de vue, c'est ça. Et je pense que de ce point de vue, il y a des efforts qui sont faits par l'État. Il faut les saluer. Tout est fait, effectivement, pour qu'on puisse avoir les vaccins au mois de mars. C'est une très bonne chose. Maintenant, vous allez vous vacciner, vous? Mais bien sûr, moi je me suis dit, Macky se vaccine et puis ensuite il va donner à Diouf Sarr et puis je suis le troisième. La pédagogie par exemple. Oui, il se vaccine, Diouf Sarr se vaccine, moi je viens me faire vacciner, il n'y a pas de problème. Donc c'est la condition que vous posez? C'est pas une condition même, moi même sans cela j'allais me faire vacciner parce que nous on fait partie quand même des segments les plus vulnérables. Quand vous avez déjà plus de 70 ans, vous avez besoin quand même de prendre des précautions pour votre santé. Et l'efficacité du couvre-feu dans Dakar et Thiès, vous pensez qu'il est efficace ce couvre-feu-là, avec cette montée en flèche des cas de jour en jour? Nous sommes des organisations de droits de l'homme et nous sommes toujours vraiment contre et nous sommes toujours réservés avec les législations d'exception. Voilà. Et par rapport à ça, il y avait des recommandations très fortes qui avaient été données. Moi, je pense que distribuer suffisamment de masques, beaucoup de masques, sensibiliser tous les segments effectivement où les gens se rencontrent, les garages, les transports en commun, un peu partout. Je pense que c'est une très bonne chose. Et puis utiliser des gens qui sensibilisent. Je pense que si on le fait, peut-être on peut éviter le couvre-feu. Mais je ne vais pas jeter aussi la pierre effectivement à l'État qui dit, écoutez, le couvre-feu aussi, je ne leur jette pas la pierre parce que nous sommes dans une situation extrêmement complexe. Maintenant, il ne faut pas que les spécialistes de la pandémie, de la lutte contre la pandémie, que ce soit seulement les médecins, les soignants. Il me semble qu'il y a des domaines comme les domaines de la communication, il faut que d'autres interviennent. Les spécialistes en communication, des sociologues, des économistes. C'est sur la base vraiment d'une concertation large des différents segments. Et puis aussi des gens qui sont quand même victimes, qui sont impactés par les mesures que nous prenons. Donc un dialogue très large qui permet vraiment d'avoir un consensus sur les mesures que nous allons prendre ensemble pour protéger la santé, protéger la vie. Oui, protéger la vie, protéger la santé. Malgré tous les dégâts que fait le Covid, ou la Covid, bon, voilà, finalement on s'y perd. Mais malgré tous ces dégâts-là, il y a des Sénégalais qui restent encore dans le déni. C'est quoi? Y a-t-il eu des problèmes de communication qui ont été développés au fur et à mesure, ou vous pensez que oui, c'est le Sénégalais qui est comme ça? C'est pas le Sénégalais. Mais vous savez, nous sommes traversés par des systèmes de représentation qui sont totalement divers. Il y a des gens qui aujourd'hui vous disent que la Terre est plate. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien. Donc, ces réalités que les gens, si vous voulez, que leur imaginaire donne, mais nous n'avons pas accès à ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut toujours, comme on dit, sensibiliser, il faut toujours informer, il faut toujours expliquer, le faire avec patience, le faire avec beaucoup de tolérance, et puis effectivement montrer aux gens, comme on dit, par les faits, que vraiment ne pas croire au Covid, c'est pratiquement se suicider. C'est très important que les gens croient que la Covid existe. Moi, j'ai vu des trucs où les gens disent que ça n'existe pas dans les réseaux sociaux, où ils n'ont pas mis les trucs et tout. Mais bon, il y a certains Sénégalais qui aiment s'amuser, jouer avec le feu, prendre des risques. Ce n'est pas seulement les Sénégalais. Hein. Aux Pays-Bas, les gens sont sortis pour dire il y en a marre, ils ont brûlé, ils ont truc contre les mesures barrières. C'est-à-dire que nous sommes en face d'un phénomène qui est extrêmement difficile et qui pèse énormément sur l'économie, qui pèse également énormément aussi sur, comment dirais-je, le mental
le mental des gens. Donc, on peut considérer même quelque chose de normal que les gens se révoltent de temps en temps. Donc, ça appelle vraiment beaucoup de tolérance de la part de l'État et de notre part aussi. Voilà, merci beaucoup. C'est moi-même. Merci Alioune Tine, fondateur d'Africadium Center, et comme j'aime à le rappeler très souvent, un militant infatigable des droits de l'homme. Merci infiniment. Merci. Bien. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de votre émission Opinion. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.